Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, il est le papa auprès de 242 000 followers sur Instagram. Il vient de publier un nouveau livre pour les pères débutants chez Larousse, mais ça vaut aussi pour les non-débutants. Alexandre Marcel, alias Papa Plume, est l'invité du Grand Oral. L'anti-sèche de Brandon Warrett. L'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. L'actu, c'est cette procédure engagée contre Gérard Depardieu pour lui retirer sa Légion d'honneur. On va en profiter pour la raconter, cette histoire, celle de la Légion d'honneur, pas celle de Depardieu. Elle croise en effet les programmes d'histoire. L'heure de la récré, toujours avec Brandon, histoire d'une cigogne. Ça se passe entre Isère et Drôme. Et puis rendez-vous en fin d'émission avec le plateau repas de Sandra Ferreira. Au menu de notre diététicienne et nutritionniste, la galette des rois. Avec elle, ce sera forcément goûteux et diététique. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, Grand Oral. De A comme accouchement, A V comme vie, l'ABC père, abécédaire du papa débutant, explore 100 mots-clés de la paternité. Il vient de sortir chez Larousse sous la plume d'Alexandre Marcel et le pinceau de Yannick Vicente. Ils sont plus connus des réseaux sociaux sous les noms Papa Plume et Y Dessin. Alexandre, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Comment elle est née d'ailleurs cette idée de partager votre quotidien de père? Vous vous souvenez du moment Eureka? La naissance de ma fille. Ouais, mais ça suffit pas. Moi aussi, je suis né, je me suis pas dit, je vais raconter sa vie sur Insta. Qui n'existait pas à l'époque d'ailleurs. Non, mais c'est venu de deux choses. Ouais. J'adore écrire. Ouais. J'ai toujours eu une passion pour l'écriture. Et quand ma fille est née, je me suis dit, mais attends, parce qu'avant, j'avais écrit des romans que je ne publiais pas forcément. J'avais tout un tas de manuscrits qui sont dans mes placards ou dans mon ordinateur. Je me suis dit, t'écris sur tout un tas d'histoires imaginaires. Voilà. T'as la plus belle chose qui t'arrive au monde là, si t'écris pas sur quoi? T'écris sur elle. Sur ça, t'écris sur quoi, ouais, c'est ça. Et donc j'ai commencé à écrire dès la maternité. Pendant le séjour à la maternité, j'avais même écrit une petite nouvelle d'une 50aine de pages sur ce que j'avais vécu lors de ces 4-5 jours à la maternité. Et puis ensuite, je me suis dit, pourquoi ne pas mettre ça un peu à disposition du public et surtout des papas, parce que moi, en faisant mes recherches en tant que papa, quand Marianne est tombée enceinte, je trouvais pas grand-chose. Soit c'était des choses très pratiques, comment changer une couche, ou alors des choses très... Ce qui n'est pas totalement inutile. Ce qui n'est pas totalement inutile, mais en tout cas, il y avait un paquet de choses là-dessus. Ouais. Ou alors tourner très blague, mais des récits un peu intimes dans lesquels les papas auraient pu se reconnaître. Et puis les mamans apprendre éventuellement des choses sur ce qui se passe dans notre tête d'homme, parce que nous, en tant qu'hommes, on n'a pas tendance à beaucoup se confier. Je me suis dit pourquoi pas. Mais j'y suis allé vraiment en toute humilité et sans jamais me dire que quelques années plus tard, j'aurais autant de personnes qui me suivent. Quoi. Ouais, 242 000, j'ai regardé, j'ai révisé. On ne va pas lister les 100 mots de ce livre. Je voudrais qu'on commence par une idée qui revient très souvent et que je résumerai en disant que les pères sont des mères comme les autres. C'est-à-dire que de s'occuper de son bébé, c'est un peu la moindre des choses au fond. C'est ça le message. Oui, et puis moi, il y a quelque chose que j'aime bien dire, c'est que les pères ne sont pas là pour aider. C'est hyper important parce que souvent, moi, j'ai pas mal dit mais comment est-ce que je peux faire pour aider ma femme? En fait, t'es pas là pour faire aider ta femme, t'es là pour juste faire le boulot, quoi. Autant que la maman. Le papa et la maman sont les deux figures d'attachement de l'enfant. On pense un enfant à deux, on le fait à deux, on s'en occupe à deux, en fait, point barre, quoi. Ouais. Vous êtes un papa féministe? Alors, ce terme est problématique. Et les peu de fois où je l'ai employé, je me suis fait défoncer sur les réseaux sociaux par des pro-féministes, des anti-féministes, des trucs, des machins. Donc il n'est pas du tout féministe, Papa Plume. Pas du tout, du tout. Je n'utilise pas ce terme. Je pense simplement qu'il n'y a pas... Il n'y a pas de jeu pour les filles, de jeu pour les garçons, de trucs, de machin. C'est pour ça que je vous pose la question. Voilà, de tâches dévouées. Vous êtes très attaché au fait de sortir de l'ordre patriarcal, de sortir des assignations. C'est ça. Il n'y a pas de tâches dévouées aux... On voit souvent l'homme ou le père comme la figure d'autorité qui est censée ramener la pitance et le salaire, et la mère qui est là pour s'occuper des enfants. Et c'est pas, pour moi, on n'est pas du tout là. D'ailleurs, je donne des formations à l'école du bien-être où j'essaie de sensibiliser sur ce sujet-là, de dire, non, le père, il est autant figure d'amour, autant figure d'attachement que la mère. Et la mère est aussi autant capable d'ailleurs, c'est le cas dans notre foyer où ma femme est très douée en bricolage, et autant capable de réparer une fuite d'eau qu'un homme. Et tout ça, c'est juste des préjugés qui sont fondés sur des millénaires. Donc c'est compliqué à... C'est ce que j'allais vous dire, c'est qu'à la décharge des pères, ça n'a pas toujours été le cas. Vous rappelez un peu l'histoire dans certains chapitres. Oui, ça n'a pas toujours été le cas. De la place de l'enfant dans la famille, du rôle du père. À qui la faute? Ouais. C'est un peu, c'est le double truc. C'est que oui, c'est certes, on leur a pas facilité la tâche, mais c'est peut-être aussi un peu à eux de prendre les choses en main et de prendre leur place en tant que père, en fait. Vous écrivez plutôt pour les pères, mais vous confiez il y a quelque temps au Monde que 92% de vos abonnés sont des femmes. Bah oui. Oui. Et ouais. Oui, après, si je suis lucide et voilà, sans être... je m'imagine, moi, en tant que papa, est-ce que je me serais abonné à Papa Plume? Je ne suis pas sûr, en fait. Parce que je sais pas.
Vous n'aimez pas qu'on dise que le père doit aider. Il y a un autre truc qui vous irrite, c'est ce que vous appelez le dad blessing. Ouais, c'est pas vraiment que ça m'irrite, c'est que c'est une constatation qui... On va le définir d'abord. Ouais, alors qu'est-ce que c'est que le dad blessing? C'est pour une même tâche accomplie par un homme ou une femme, ou en l'occurrence un père et une mère, deux perceptions différentes. Par exemple, le père qui se balade avec la poussette au parc, on va le regarder d'un air un peu attendri. Oh, quel super papa, il s'occupe de ses enfants. Une mère qui fait la même chose, personne ne la regarde, on s'en fiche, parce qu'en fait, c'est le rôle attendu d'une mère. Et oui, bah non, mais c'est... et je le ressens. Ouais. Et c'est qu'on survalorise en fait l'implication du père. Quel super papa, c'est la survalorisation. Donc quand tu es un super papa, tu t'en occupes, alors qu'en fait c'est juste normal, quoi. J'ai quand même trouvé une citation de la pédopsychiatre Laëlia Benoît, qui est chercheuse associée à Yale dans le Connecticut, qui dit les phrases type telles que on ne va quand même pas les féliciter les papas de savoir changer une couche n'apporte rien. Elle n'est pas tout à fait d'accord, parce qu'elle dit au point il faut les accompagner, les encourager. Des bons pères il y en a, on n'en parle jamais. Donc en fait un peu de dad blessing ne fait pas de mal non plus. Mais c'est tout le problème. Voilà. En fait, c'est que il n'en faut pas trop. C'est tout le défi de ma page. Ouais. C'est qu'à la fois je montre, donc on va me dire bah tu montres, oui mais regarde les femmes elles font ça depuis la nuit des temps, personne ne leur dit rien, mais en même temps si on montre pas et qu'on veut pas inspirer l'exemple, enfin c'est paradoxal, quoi. On va continuer à en parler de tous ces paradoxes de la paternité, de la maternité, de la parentalité, autour de ces 100 mots-clés de la paternité, l'ABC Père qui vient de sortir chez Larousse, mais pour l'heure, l'anti-sèche, Brandon Noiret. Brandon, bonjour. Bonjour Emmanuel. Dans l'Anti-Sèche, on regarde l'actualité, on se demande comment elle résonne dans les programmes scolaires. On va parler un petit peu d'histoire, alors pas directement parce que c'est pas au programme, mais ça résonne avec l'histoire. C'est celle de la Légion d'honneur, puisqu'une procédure a été lancée le mois dernier par la grande chancellerie de la Légion d'honneur au sujet de la décoration de Gérard Depardieu. Après les révélations diffusées dans l'émission Complément d'enquête, c'était sur France 2 début décembre. Histoire de cette décoration, la plus prestigieuse. Effectivement, la plus prestigieuse, la plus connue, la plus prestigieuse française, la plus connue dans le monde entier. Depuis 2 siècles, elle est remise au nom du chef de l'État pour récompenser les citoyens les plus méritants dans tous les domaines. Ça, c'est pour la définition. Elle voit le jour pour la première fois le 19 mai 1802 avec le premier consul Napoléon Bonaparte. Son but est de récompenser la société post-révolutionnaire en attribuant ce ruban à ses citoyens, à des civils, mais surtout des militaires qui sont présentés comme exemple sur le champ de bataille. Parce que pour que cette Légion d'honneur soit adoptée, il y a eu de longues négociations entre ce premier consul et tous les personnages principaux au début du 19e siècle avec le Conseil d'État qui estime que cette distinction serait un peu contraire à cette période post-révolutionnaire qui prône l'égalité entre tous les citoyens. La nouvelle institution s'inscrit évidemment dans ce vaste programme de réorganisation de l'État mené par Napoléon Bonaparte, au même titre que le Conseil d'État, que le Code civil, que les grandes écoles, que la Cour des comptes ou que les corps préfectoraux. Donc le baccalauréat, qui, si mes souvenirs sont bons, doit bien dater de 1802 lui aussi. Effectivement. Donc on a d'abord 4 puis 5 classes de légionnaires, les grades de chevalier, officier et commandeur, et les dignités de grand officier et de grand croix. Il est présidé par le premier consul qui lui donne pour devise honneur et patrie et dirigé par un grand chancelier et un grand trésorier. La première distribution de médailles a lieu le 14 juillet 1804. Aux Invalides, et jusqu'à la fin du Premier Empire en 1814, 48 000 personnes sont décorées, seulement 1400 personnes appartiennent à la société civile. Ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Les récipiendaires vont augmenter considérablement au XXe siècle. On décore effectivement, on décore énormément, notamment après la Première Guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale, où les actes héroïques se multiplient un peu partout, et en même temps donc ces décorations. Au lendemain de la guerre d'Algérie en 1962, ils sont 320 000 membres. Évidemment, face à cette flambée beaucoup moins honorifique, le général de Gaulle décide de réformer le système de médailles nationales. Il crée un code spécifique et fixe un barème de décorés vivants, soit un nombre maximum de 125 000 personnes. C'est pas ça. Il y a 125 000 légionnaires d'honneur. Pas un de plus. Pas un de plus. À l'époque, et encore le cas aujourd'hui. Il faut attendre que les plus âgés meurent pour espérer être... Effectivement, d'ailleurs, c'est pour ça que chaque année, on a de moins en moins en fonction de l'espérance de vie ou autre, et c'est pour ça aussi que chaque président décore de moins en moins. Donc il faut attendre... Femmes aussi. Oui, attendre les années 2000 justement pour avoir cette parité entre les hommes et les femmes. Et pour être décoré, figurez-vous qu'il y a une enquête qui est menée très longue, parfois plusieurs semaines, plusieurs mois. C'est aussi la raison pour laquelle il y a des décorations que chaque début d'année. Il est bien sûr interdit d'avoir été condamné dans le passé. Il faut un casier
judiciaire vierge. Scandale autour de la Légion d'honneur de Gérard Depardieu en ce moment, mais ce n'est pas la première fois. L'attribution de la Légion d'honneur a donné lieu à de nombreux scandales. Et oui, comme la récompense décernée à Vladimir Poutine, promu grand croix, le plus grand grade, le 22 septembre 2006. On a aussi des hommes et des femmes qui refusent la Légion d'honneur. Pierre et Marie Curie qui considéraient qu'il n'en avait pas la nécessité. On a aussi Jean-Paul Sartre qui a toujours refusé les honneurs. On se souvient aussi, il a refusé le prix Nobel de littérature en 1964 pour son magistral, son ouvrage Les mots. On a aussi Philippe Séguin qui refuse également parce que son père n'avait pas été décoré au sortir de la Seconde Guerre mondiale, qui était un grand résistant qui a libéré Paris. On peut citer également Brigitte Bardot. En 1985, elle refuse la Légion d'honneur. Elle considère que la Légion d'honneur, elle la dédie à ces animaux qui souffrent. C'est ce qu'elle répète d'ailleurs à de nombreuses reprises. On a voulu la récompenser une nouvelle fois. Elle a toujours refusé. Ça, c'est celles et ceux qui refusent, mais oui. Les déchus de leur légion. Ouais. Voilà, en attendant Gérard Depardieu, on avait également Paul Ossarès, ce tortionnaire durant la guerre d'Algérie qui a été exclu par Jacques Chirac. On a aussi John Galliano qui était exclu pour sa condamnation sur ses injures antisémites, exclu par un décret officiel de François Hollande. Enfin, l'exemple le plus marquant, c'est sans doute celui de Maurice Papon, qui a été condamné pour complicité de crimes contre l'humanité en 1998, ancien ministre, ancien député. Et lui, il a gardé sa Légion d'honneur et sortait tous les jours avec sa Légion d'honneur, illégalement, et il a emporté sa Légion d'honneur jusque dans sa tombe en 2007. Merci beaucoup. Vous connaissez la citation, vous qui connaissez tout sur les journalistes et les décorations? Dites-moi. Un journaliste décoré, c'est un journaliste de moins. Ah, il faut les refuser si on vous les propose. Je ne la connaissais pas celle-ci. Et bien voilà, vous pourrez la réutiliser. On reparle paternité avec Alexandre Marcel, Grand Oral. Il vient de loin, le schéma qui confie à la mère l'éducation à la maison et au père l'ouverture au monde extérieur. Je cite un article du Monde de juillet dernier. Au XVIIe et XVIIIe siècle, le petit enfant est laissé aux soins quasi exclusifs de sa mère. C'est le temps du mignotage, des soins délicats, des cajoleries maternelles, mais aussi de l'allaitement, du sevrage, de l'apprentissage, de la propreté. Et puis à partir de ses 7 ans, le garçon apprend un métier. Et là, il passe la plupart du temps sous la responsabilité de son père, paysan, tisserand, menuisier. Fin de citation. Les choses, évidemment, changent. Et c'est heureux, et on en parle aujourd'hui avec Alexandre Marcel qui publie l'abécédaire du papa, débutant chez Larousse. Votre approche, elle s'ancre explicitement dans un courant qui est celui de l'éducation positive. Vous citez d'ailleurs à plusieurs reprises Isabelle Filiosa, Catherine Guéguen. Comment vous rencontrez ce mouvement? Pourquoi est-il si important pour vous? Moi, je l'ai rencontré quand Ambre a atteint ses 2-3 ans. Et que son caractère a commencé à s'affirmer, que j'étais parfois, les fameux terrible tours. Que j'étais parfois un petit peu perdu face à ses colères. Et c'est pas facile parce que ça fait remonter des choses en nous, ça nous met face à notre situation de petit enfant qu'on est enfant, d'adulte qu'on est devenu. Enfin voilà, ça remue pas mal de choses. Et c'est une connaissance, je sais plus qui m'a donné le livre de Catherine Guéguen pour une enfance heureuse et que j'ai trouvé hyper bien fait, hyper instructif. On apprend plein de choses sur le cerveau de l'enfant, sa maturité, les connexions cérébrales, ce qu'il perçoit du monde, etc. Et c'est à partir de là où voilà, moi j'ai essayé d'adopter une éducation bienveillante, mais sans jamais tomber dans le dogme. Enfin, je veux dire, on va le rappeler, parce qu'il y a beaucoup de malentendus autour de l'éducation positive. On en avait levé certains, d'ailleurs, ici même, avec Catherine Guéguen, qu'on avait invitée. C'est pas une éducation sans cadre. C'est pas du laisser-aller. Non, c'est pas du laisser-aller. Les enfants ont besoin d'un cadre. Voilà. Ils sont malheureux sans cadre, en fait. Ils ont besoin d'une structure. Simplement une éducation sans violence. Voilà, sans violence orale, sans violence physique, verbale, évidemment. Et pour autant, en fait, la bienveillance, c'est envers les enfants et puis envers soi-même aussi. Voilà, parce que ça, vous le dites aussi, oui. C'est pas un moment facile et il faut savoir se pardonner des choses. D'ailleurs, elle le répète souvent aussi. Oui, moi, il m'est arrivé de crier sur ma fille parce qu'en fait, j'en pouvais plus, parce qu'on est humain. Et je lui demande pardon, voilà. Il faut accepter qu'on est faillible, en fait, qu'on n'est pas parfait et qu'en fait, c'est OK de crier de temps en temps parce c'est OK de demander de l'aide. Quand on devient papa, c'est OK d'avoir peur, mais c'est pas pour autant qu'il faut pas mettre les mains dans les couches. Il faut être bienveillant envers ses enfants, bienveillant envers soi-même et lucide sur le fait que devenir parent, en fait, c'est dur, quoi. C'est dur. C'est merveilleux, c'est merveilleux, mais c'est dur. Il y a une page que j'ai bien aimée, c'est la page 70, où à la lettre G, vous mettez grasse matinée, et là, vous répondez à vous-même, erreur 404, cette page n'existe pas en somme. Moi, je n'ai plus fait de grasse matinée depuis que Ambre est née, clairement. Voilà. Oui, non, c'est dur physiquement.
5 ans, mais son frère a pris le relais. Eh oui, c'est ça, voilà. Donc c'est dur physiquement. Les nuits horribles tabassent la tête. Enfin, clairement, à un moment, on peut même devenir une autre personne à force de pas dormir, quoi. C'était l'une des tortures, d'ailleurs, je pense, utilisées au cours la privation de sommeil, c'est une des plus terrifiantes. Et quand on devient parent, en fait, on comprend pourquoi. Et puis, quand ils grandissent, on est face à d'autres problématiques. Et encore, ils sont pas moi à l'âge adolescent ou quoi, mais je pense que toute notre vie, toute manière, on est confronté à des choses différentes qui n'empêchent pas. Pour moi, c'est la plus belle chose au monde. Dans les clés d'une prise en charge, je ne sais pas comment l'appeler, équitable, on va dire, de l'éducation des enfants par le papa et la maman, vous revenez sur d'ailleurs ça vaut pour deux papas ou deux mamans d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais enfin ouais, pour des parents, vous revenez sur la charge mentale, et ça vous expliquez, il y a toute une page où vous listez les enjeux de la charge mentale. Oui, parce qu'il y a le fait de faire les choses et de s'impliquer, et puis il y a le fait de penser aux choses. Voilà. Et donc la charge mentale, c'est pas juste de les faire. C'est d'y penser. Et moi, si je prends l'exemple de chez nous, clairement, je suis honnête, c'est ma femme qui pense, plus que moi. Rendez-vous. Alors, je vais chez le médecin, mais qui a pris rendez-vous, c'est elle. Je vais chercher ma fille au périscolaire, qui a inscrit ma fille au périscolaire, c'est ma femme. Et en effet, quand j'en parle sur ma page, toutes les mères me disent, c'est moi qui pense aux choses, en fait. Ouais. J'y pense. Et c'est écrasant. Et j'en suis conscient. Et j'essaie de m'améliorer en faisant des tableaux, des trucs, mais c'est un fait que les femmes... progressez, là, avec le deuxième. Ouais, un petit peu, mais je suis encore loin du compte. Enfin, si je suis lucide sans même. Est-ce que vous n'avez pas des réactions aussi sur les réseaux sociaux de pères qui disent moi j'essaye de prendre ma place, mais la maman ne me laisse pas tout à fait faire. Oui. Ouais. Et de mamans qui me disent j'ai conscience de ne pas avoir laissé assez de place à mon mari. Ouais. Mais en même temps, il y a une sorte de logique biologique en fait. C'est-à-dire que la mère, elle a porté pendant 9 mois, parfois elle allait. Le père reprend plutôt le travail après son congé paternité, donc en fait, elle se retrouve seule avec l'enfant pendant que lui, il le voit juste le matin et le soir. Donc il y a un moment où factuellement, elle est en première ligne. Elle est en première ligne et elle connaît peut-être mieux son enfant que le papa, alors que lui, il est là, il fait de son mieux. Et du coup, j'ai beaucoup de mamans qui me disent je suis conscient de pas forcément lui avoir laissé la place, suffisamment de place pour qu'il prenne sa place de père. On n'est pas obligé d'attendre la naissance de l'enfant pour tisser un lien physique. Vous en parliez à l'instant, vous parlez de l'aptonomie à la lettre H. Ah oui, c'est merveilleux l'aptonomie. Racontez. Moi, c'est un truc que j'ai découvert avec Orme, que j'ai pas pu faire avec Swan parce que c'était le Covid, donc trop compliqué. Mais c'est ma femme, encore une fois, qui nous a inscrits à ce truc-là. Et c'est la méthode du toucher affectif, ça veut dire ça en fait en grec, apsos, je sais plus quoi. Et en fait, on apprend à... Alors au début c'est un peu bizarre parce qu'on est tous les deux en sous-vêtements dans le cabinet de la sage-femme. On dit qu'est-ce qu'on fiche là. On a tendance un peu surtout à vouloir rire, soit un peu bêtement, l'homme comme ça qui rigole. Et puis en fait c'est incroyable, c'est que la sage-femme nous apprend à toucher le ventre d'une certaine manière, à appeler. Moi je me souviens de ma fille qui était en haut à gauche de son ventre et moi qui l'appelle en bas à droite et qui se déplace. Je la vois se déplacer dans le ventre, parce que je la touche d'une certaine manière et quand vous cherchez. Ouais, quand moi j'ai compris ça, ça a totalement changé ma perception de la grossesse et tous les jours, du coup je posais mes mains sur le ventre, j'appelais ma fille, je lui parlais, j'avais l'impression de discuter avec elle, c'était très très chouette. Séquence émotion, il y en a dans le livre parce que c'est pas un abécédaire pratico-pratique. Vous nous disiez que vous aviez écrit une nouvelle pour la naissance d'Ambre, mais il y a beaucoup de passages, ce sont des passages assez littéraires, un peu comme un journal intime finalement d'une paternité. Ça, il faut le dire aussi, ça se lit pas comme c'est pas le Laurence Pernou de la paternité, quoi. C'est un livre qui apporte autre chose, beaucoup de sensibles notamment. Allez, on va retrouver un autre grand sensible de cette émission, Brandon Noiret, l'heure de la récré. Grand sensible? Non. Si, sensible aux animaux. Aux animaux, là. Les cigognes. Oui, les cigognes. Vous nous racontez une histoire de cigogne aujourd'hui, ces oiseaux migrateurs. Mais oui, les oiseaux migrateurs qui ont un sens de l'orientation tout à fait exceptionnel. Et là, la cigogne en est le parfait exemple. On parle même d'ailleurs de cigogne, de mémoire d'éléphant chez cet oiseau. En fait, c'est une histoire assez incroyable. Nous sommes le mois dernier et le personnel du zoo du Puy dans la Drôme a été surpris d'apercevoir une cigogne en train de survoler le parc, sachant qu'à cette période, les cigognes sont censés être en migration, donc en Afrique. Rapidement, le directeur a été interpellé parce qu'il se rend compte que ce n'est pas un animal sauvage. Il se rend compte qu'elle est baguée, la même bague utilisée dans son zoo. La cigogne est visiblement déterminée à retrouver ses congénères puisqu'elle passe la volière. Elle veut rentrer dans cette volière. Alors volière. Comment ? Volière. Volière, pourquoi je dis volière ? Oui, volière, la volière. Et donc là, les soignants commencent à l'examiner et ils se rendent compte que cette puce
c'est la puce de la cigogne appartient à tous les autres animaux du zoo. Et en fait, une puce qui a été utilisée 4 ans plus tôt. Donc en fait, c'est une cigogne qui est née dans le parc 4 ans plus tôt. Elle est revenue là où elle est. Elle est revenue pour retrouver ses petits. Donc elle a quitté l'Isère un mois plus tôt. Elle a parcouru des centaines de kilomètres, sachant quand même que normalement, elle n'aurait pas pu survivre à cet hiver, sachant qu'en France, il y a une raréfaction des proies sur le continent européen. Elle aurait dû se trouver en Afrique. Et donc là, depuis... Et elle est sauvée. Elle est dans la Drôme. Elle est sauvée. Vous voyez que vous êtes sensible. Voilà, là, je suis sensible. Allez, Brandon Noiret, merci beaucoup pour cette récré. Alexandre, Marcel. Elle commence à dater, la dernière étude emploi du temps de l'INSEE. Elle indiquait que les femmes réalisent 72% des tâches ménagères et 65% des tâches parentales. Elle date un petit peu, d'une dizaine d'années, mais la prochaine va sortir en 2025. Rien ne dit, ceci étant, que les progrès seront spectaculaires, puisque le même institut, l'INSEE, indique que les femmes ont assumé l'essentiel des tâches domestiques, même quand elles travaillaient à l'extérieur pendant le confinement. Pour que l'implication des pères progresse, il faut aussi que le cadre progresse. Sans mauvais jeu de mots, vous êtes cadre, mais au sens d'un cadre dans l'entreprise. Comment ça se passe dans les boîtes ? Moi, ça se passe bien, à titre personnel, parce que j'ai un manager et des ressources humaines qui sont normaux, on va dire. Ouais, c'est ça. Qui comprennent la situation et qui sont empathiques. On ne va pas faire de RH blessing, comme il y a du dad blessing. Mais c'est pas le cas partout, très clairement. Enfin, moi, j'ai beaucoup de témoignages de mamans comme de papas qui me racontent que dans leur boîte, en fait, ils nient la parentalité. Là, c'est même plus homme-femme, c'est globalement la parentalité est niée. Alors, si on va un peu plus du côté paternel, là, j'ai des papas qui me racontent des trucs qui se sont fait virer après leur congé paternité, que... ah oui, quand même. Oui, on les a empêchés de prendre ce congé, que puis c'est des petites phrases du genre « Ah, ton congé paternité... » Enfin, il revient de ce congé paternité, on va lui dire « Oui, c'était bien tes vacances, impossible de prendre un congé enfant malade, t'as une femme, elle est faite pour ça. » Enfin, je veux dire, la société patriarcale, elle est là, elle est ancrée, elle est... Voilà, et elle vaut même, entre guillemets, contre les pères. Elle se retourne contre eux, mais c'est une expérience que tant de femmes ont vécue. Bien sûr, oui. Et continuent à vivre, d'ailleurs. Et continuent à vivre, oui. Quand l'exemple vient de tout en haut, ça semble vous donner un petit peu d'optimisme. C'est-à-dire, vous dites, au fond, si les top managers de l'entreprise eux-mêmes s'assument comme parents et comme parents dans le monde du travail, ça redescend assez vite. Il n'y a pas de choix, en fait. Ouais, c'est ça. C'est que si l'exemple n'est pas donné ou si le top management inspire une vision qui est complètement opposée, enfin, je veux dire, tout découle de là-haut, quoi. Enfin, dans nos sociétés, dans nos organisations aujourd'hui, c'est comme ça. Donc il faut que ça parte des ressources humaines, du top management, et c'est eux qu'il faut aller convaincre. Et c'est pas facile. La loi a évolué. Vous citiez le congé paternité. Depuis 2021, c'est 25 jours. C'est 2 fois plus qu'avant. Vous aviez un petit peu contribué avec d'autres. Vous aviez signé une tribune à l'époque en disant mais qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Ça avait marché d'ailleurs. Oui, ça avait marché. Oui. On était moi, j'avais fait une première lettre ouverte. Quelques médias, et puis ensuite on avait monté en effet un collectif avec plusieurs papas qui étaient engagés puis présents sur les réseaux sociaux. On avait rencontré le gouvernement, etc. Et aujourd'hui on est à 25 plus 3, donc on est à 28 jours en tout. Donc c'est bien, c'est mieux que les 14 qu'on avait avant. Le plus 3, c'est les 3 jours de congé de naissance qui sont payés par l'employeur. Le reste c'est indemnisé par en tout il y a 28, dont 7 obligatoires. Mais quand on regarde ce qui se passe chez nos voisins européens, on se dit qu'on peut quand même faire mieux, sans même aller dans les pays nordiques. Où là, Norvège, Suède, Finlande, ils ont des semaines et des semaines. Rien qu'en Espagne, ils ont 21 semaines, je crois. Et ça fonctionne, 70% des hommes le prennent, ce congé paternité. Oui. Donc, de toute façon, plus il sera long... C'est pas 100%, mais c'est quand même pas mal. Plus il sera long et plus il se rapprochera du congé maternité, qui, pour moi, lui-même est trop court, plus on ira vers une meilleure égalité homme-femme, que ce soit à la maison ou au travail. Dans les passages très sensibles, j'ai trouvé de votre livre, il y a ce qui a trait à la peur, au silence. Vous dites très joliment que devenir parent, c'est de voir grandir en soi un peu comme vous le dites autrement, mais voilà, une espèce de diamant d'amour, quelque chose de très dense. Mais c'est aussi accueillir une peur latente, constante. Le silence devient l'ennemi. Quand on est parents de jeunes enfants, oui. On est tellement habitué à ce qu'il y ait tout le temps du bruit, du brouhaha, du chaos, que le plus suspect, c'est le silence. On dit qu'est-ce qu'ils font ? Pourquoi il n'y a plus de bruit, quoi. Et même quand ils sont nourrissons et qu'on dort, il y a toujours l'oreille qui est dirigée vers le souffle. Il faut que ça respire. Si ça respire plus, c'est qu'il y a un problème. La paternité, en tout cas, une aventure qui se joue à deux, papa-maman ou deux papas, deux mamans. En tout cas, c'est un crash test aussi pour le couple. Et ça, il faut le dire, et il faut le comprendre quand on est père. J'ai plus les chiffres en tête du taux de divorce, mais je crois que c'est 1/3 des couples divorcent après la première année de l'enfant. Parce que en fait, si on se dit qu'on fait un enfant pour consolider le couple, on va dans le mur. Il faut être solidaire. Et on a beau s'aimer de toutes nos forces et être solide,
Et il y a des moments où ça se fendit. Y compris, et vous le racontez de manière très factuelle, parce que les relations sexuelles sont... il y a un temps de latence, ça ne revient pas tout de suite, on ne peut pas, comme on le dit, se réconcilier sur l'oreiller dans la seconde. Oui, et puis la mère, elle a quand même autre chose à faire que de la gaudriole. Oui, et puis le père aussi, de toute façon, il est épuisé de fatigue. Donc, voilà. Oui. Et c'est vraiment des moments difficiles, c'est bien de les raconter. Retrouver une intimité, ça prend du temps, c'est pas facile, mais ça fait partie de l'aventure. Hein. Et c'est vrai qu'entre hommes, on en parle peu, finalement. Oui, peu. Ouais. Dans les réactions que vous avez sur les réseaux sociaux, il y en a qui vous font particulièrement plaisir? Oui, plein de papas qui me disent qu'ils se retrouvent dans mes mots, de mamans qui me disent que ça leur fait du bien. Les réseaux sociaux, de toute façon, c'est un reflet de la société en exacerbé. Donc les gens se lâchent dans le positif comme dans le négatif. Bon, un peu plus en négatif parce que derrière l'avatar, on peut se croire tout permis. Et oui, l'anonymat. Mais non, sur ma page, c'est 99% de bienveillance. Les 1% peuvent être rudes, mais voilà. Mais il ne sont qu'1%. Voilà. Bon, 1% de 242 000, ça fait du monde quand même. Hein. Oui, ça fait 242 000, ça finit par faire 2400 personnes. Vous restez avec nous, on va passer à table, ce qui est quand même une activité extrêmement sympathique, puisque c'est le jour et l'heure du plateau repas avec Sandra Ferreira, à laquelle Brandon va céder la place. Brandon, merci beaucoup. Merci Emmanuel. Sandra Ferreira, plateau repas. Bonjour Sandra. Bonjour Emmanuel. Ça sent bon, hein? Ça sent super bon. Sandra Ferreira, plateau repas, notre nutritionniste et diététicienne préférée. On parle galette des rois. On sait qu'elle peut être à la frangipane, c'est assez clivant d'ailleurs, au chocolat à la pomme, brioche aux fruits confits. Épiphanie en somme aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez d'abord nous rappeler les origines de la galette des rois? Ah oui, quand même. Les origines, ça remonte assez loin. C'est l'Antiquité romaine, carrément. La petite anecdote, c'est que pendant les Saturnales, qui sont une semaine avant le solstice d'hiver, eh bien, les maîtres et les esclaves se réunissaient pour élire un roi. Voilà. Après, ça s'est poursuivi, cette petite tradition, pendant la période médiévale, où là, on faisait pareil, sauf qu'on avait un gâteau et un gros haricot. C'est ça, c'était un haricot l'affaire au départ. Voilà. Ouais. Et puis, maintenant, vous savez, vous le faites certainement tous à l'Épiphanie et tout le long du mois de janvier. Avec plein de variantes. On commence avec la galette des rois, la classique. La classique à la frangipane, c'est une garniture de crème pâtissière et de crème d'amande. Parfois, il n'y a que la crème d'amande, c'est celle qu'on connaît le plus. Il y a la brioche des rois, où là, c'est en forme de couronne, il y a des fruits confits dessus ou dedans. Peut-être un peu moins connue, la galette de Besançon, qu'on appelle aussi la galette comtoise. Alors, pas très diététique comme tout ce dont on parle aujourd'hui, avec une pâte au beurre et au sucre. Donc, voilà, mais c'est très très bon. La pogne du Dauphiné. La pogne, c'est Dauphiné. Ça, je connais. Super bon, la pogne. Parfait. C'est pareil, c'est en forme de couronne, et là, c'est parfumé à la fleur d'oranger. Ça doit être bon. Je sens qu'il y a un gourmand avec nous. Et puis le garfou, ou galfe-palois. Voilà. Et oui, le garfou, c'est une pâte briochée, et là, ce coup-ci, il y a de la fleur d'oranger et de l'anis. J'adore l'anis. Ah là 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 là. Bon, quand même, les grandes stars, c'est quoi, galette des rois? C'est la brioche des rois avec les fruits confits et la galette à la frangipane. Galette aux pommes, galette au chocolat, vous nous disiez? Oui, ça existe aussi. La galette aux pommes, c'est comme un gros chausson aux pommes, en fait. Au chocolat, on va rajouter du chocolat. Il y a des petites variantes comme ça. Alors, c'est sûr que celle aux pommes va être moins calorique que celle à la frangipane. Attention, vous connaissez mon discours en la matière. Ça reste un moment de partage assez occasionnel. Je pense que c'est pas le moment de compter les calories. Bien sûr, en termes d'équilibre, si vous en mangez tous les jours, vous sortez de l'équilibre alimentaire. Si on la fait maison, par exemple, est-ce qu'on peut la faire un peu hypocalorique? On peut. L'avantage, c'est qu'on contrôle ce qu'on met dedans, effectivement. On peut en plus la congeler, c'est important de le dire. Vous pouvez en faire en avance, la congeler, la sortir lorsque les invités arrivent. D'ailleurs, j'ai une petite astuce quand vous cuisez votre galette des rois maison, vous saupoudrez de sucre glace 5 minutes avant la fin de la cuisson. Elle va être brillante, ça marche parfaitement. Ça la laque, quoi. Ça la laque. C'est exactement ça, Emmanuel. Alors oui, on peut diminuer les quantités de sucre, ça sera toujours mieux. Plus on va alléger la galette des rois, plus ça va s'écarter du goût traditionnel que vous connaissez tous, mais ça ne vous empêche pas de rajouter des petits cubes de pommes dedans. Oui, comment on fait d'ailleurs? On fait revenir des petits cubes de pommes dans du beurre et du sucre. Et vous mettez ça... Oui, là aujourd'hui, on est loin de... C'est la meilleure diététicienne de la place de Paris. On est d'accord, hein? Remettez-moi un petit peu de beurre, un petit peu
de sucre. Sachant que encore du beurre. Et puis alors, on va mettre un peu de sucre parce que sinon, ça va manquer de goût. Sinon, ça va manquer, on est d'accord. Puis Et du sucre glace, hein, n'est-ce pas par-dessus, pour le laquage. Pour le laquage. Eh ben ouais, forcément. Donc, c'est délicieux. Encore, ça reste exceptionnel. Vous pouvez aussi la présenter en galette de soleil. On devrait avoir une image où là, on va avoir des parts et c'est assez sympathique pour conclure un apéro dînatoire entre amis. Ah oui, ça c'est très 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 joli. Alors vous nous en avez apporté une en plateau. Alors là, j'en ai une, mais elle est particulière. C'est la seule que je ne vous ai pas encore citée, c'est qu'elle est à IG bas. IG bas, c'est indice glycémique. Et oui, bas, on en a parlé sur la dernière chronique. Je commence à découper. Allez-y, on a le droit. pendant... Oh oui, c'est fait Allez, pour, vous allez déguster, il y a intérêt. Ces index glycémiques, je rappelle, plus l'index glycémique, mieux c'est pour votre santé. En d'autres termes, c'est bien pour les diabétiques. Vous avez moins de risque de fringales derrière, donc c'est bien si vous faites attention à votre ligne. Puis c'est bien tout court pour la santé. En plus, elle est bonne. Elle vient de chez qui, celle-ci ? Celle-ci vient de chez Les Belles Envies. Mais il y a plein de pâtisseries qui s'y mettent. Il y a Oui, il y a Maison Plume. Mais celle-ci donc, vient des Belles Envies. Et pour expliquer, elle est faite sans sucre blanc et sans farine blanche. Et elle a un index glycémique très très bas. Il est de 25, comparé à une galette traditionnelle qui est à 70. Testing, Alexandre. Donc, plus c'est bas, mieux c'est. Testing. Et vous avez déjà, vous testez pas ? Vous n'avez pas d'assiette ? J'ai pas pris d'assiette, c'est pas grave. D'accord. C'est pas grave, je testerai après. Vous alors moi je teste aussi. Alors moi je veux avoir vos avis de cette galette qui peut être intéressant de chauffer légèrement, de la chauffer. Aïe, aïe. Oh, ça y est, la fève, vous êtes le roi. Ah, j'ai la fève, je suis le roi. Allez-y. Quel menteur, c'est Emmanuel. Non mais vous pouvez être reine d'un jour alors. Ah, ça y est. Et ben, je vais avoir des ennuis avec elle. Elle est pas mal, hein ? Elle est bonne. Sérieux, à part les bêtises. On sent qu'il y a moins de sucre. Vous sentez qu'il y a moins de sucre. C'est intéressant, voilà, que vous disiez. Mais on sent bien la frangipane. Ça, c'est, à mon sens, ce qui est le plus important, c'est d'avoir ce fameux goût de frangipane. Et là, vous ne faites pas trop de mal à la santé. Les calories sont toujours là, mais au moins, ça fait moins de mal à la santé. Sandra Ferreira, la reine de la diététique, du plateau repas et de la cantoche de la quotidienne et de School TV. Merci beaucoup Sandra. Alexandre, merci beaucoup. Vous lisez le bouquin d'Alexandre, vous le suivez également sur Instagram, c'est Papa Plume le pseudo. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission, Eva Troller au maquillage, Marine Plantec, autre reine de l'émission, impératrice même de l'émission, et qui est en régie aujourd'hui avec Thibaut Goury-Lafont pour le son et Xavier Sanchez pour la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.